Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast NBA de The Free Agent. Et là, c'est un podcast vraiment spécial parce que on va faire la preview, on va parler de cette finale inédite de la saison de NBA 2020-2021 entre les Suns et les Hawks et les Bucks, pardon. Le petit lapsus, j'avais tellement envie que les Hawks aillent en finale, au final, ce sont les Bucks quand même. Et pour parler de cette finale, j'accueille un petit nouveau qui a rejoint l'équipe il y a quelques semaines de ça. Salut Tom, comment tu vas? Salut Charles, ça va nickel. Bonjour à tous. Bonjour Maxime. Et puis voilà, merci, tu m'as introduit l'habitué du podcast. Comment va Maxime? Salut Charles, salut Tom, salut tout le monde. Bon messieurs, c'est parti. Là, ça y est, c'est les 7 derniers matchs au max de cette saison 2020-2021 qui sera passée à la vitesse de l'éclair. On a donc un match-up qu'on n'attendait pas forcément en début de saison. On était plutôt parti sur un espèce de Lakers-Nets ou les Sixers. Mais du coup, on aura les Suns et les Bucks en finale à partir de mardi soir. Donc je vous propose aujourd'hui qu'on parle un petit peu de cette finale et qu'on essaie de décortiquer un petit peu les différents match-up qu'il peut y avoir. Mais avant de rentrer en profondeur dans chacune des équipes, il y a potentiellement une absence qui pourrait être préjudiciable. C'est celle du double MVP et défenseur de l'année Giannis Antetokounmpo. Alors, Maxime, est-ce que les Bucks vont réussir à nouveau potentiellement à gagner sans leur joueur star? Ça s'est bien passé contre les Hawks, alors qu'on pensait que ça serait assez rédhibitoire qu'il ne soit pas là. Au final, c'est passé. Mais est-ce que là, face aux Suns, ça peut de nouveau passer? Alors honnêtement, pour avoir vu le dernier match face aux Hawks, j'étais dubitatif par rapport aux Bucks. Et là, je reconnais qu'ils m'ont vraiment impressionné. Il y a quelque chose qui se passe dans cette équipe. Il y a la Giannis dépendance, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu et ça, c'est vraiment impressionnant. Après, voilà, les Suns, c'est un autre calibre que les Hawks. Les Hawks, c'était la surprise. Voilà. Après, par contre, les Suns, ça va être une autre paire de manches parce qu'à l'intérieur, il y a un intérieur avec DeAndre Ayton qui est vraiment dominant, qui est peut-être aujourd'hui ce qui se mieux en matière d'intérieur avec Embiid et Jokic. Voilà, c'est vraiment. Non. Et c'est surtout les postes. Ça va être compliqué. Le seul match-up que je vois à l'avantage des Bucks, c'est celui de Middleton sur. Comment ça s'appelle que j'ai plus en tête. Que j'ai plus en tête. Michael Bridges, non? Oui, sur Bridges, voilà, merci. Merci, je recherchais. Donc voilà. Toi, Tom, comment tu vois ces Bucks sans Giannis? Un peu meilleur au lancer franc, sans doute, déjà pour commencer. Ouais. Moi, j'ai jamais été très inquiet concernant les Bucks quand Yanis n'est pas là. Cette saison, ils ont leur meilleur match, ils l'ont fait. Ils l'ont fait face aux Heat de Miami en gagnant le match 144-97 où ils ont fait un record NBA à 3 points, etc. Et Yanis, il avait pas été bon du tout. Pour moi, les Bucks, ils sont vraiment la profondeur de roster pour jouer même sans Yanis. Et Yanis, il préoccupe trop le jeu des Bucks. Moi, je trouve qu'il joue mieux sans Yanis. Après, n'importe quelle équipe ne peut se passer d'un double MVP, ce qu'il apporte au rebond, même à la création, parce qu'on n'en parle pas assez, mais c'est un bon passeur, Yanis. Il marque beaucoup de points, mais pour moi, j'ai jamais eu un problème à voir les Bucks jouer sans Yanis et ça m'a pas du tout étonné qu'ils prennent ces deux derniers matchs sans lui face aux Hawks. C'est vrai que, alors, j'étais quand même assez étonné parce que c'est vrai que
on se dit que sans leur grande star, ça va être un peu plus compliqué. Mais effectivement, tout le supporting cast d'à côté, c'est vraiment, a vraiment haussé le niveau de jeu. Et à commencer par un Bobby Portis qui est sorti du bois et qui a vraiment fait deux de très très bons matchs, même sur la série entière face aux Hawks, ça a été vraiment très bon. Maintenant, c'est vrai que je rejoins un peu Maxime sur le fait que euh, les Suns ont l'air d'être faits d'un bois un peu différent des Hawks, et c'est tout à fait, ça me semble tout à fait logique. Alors Yanis, normalement, ne serait absent que pour le match 1 et devrait revenir sans doute dès le match numéro 2. Donc, Yanis mis à part, il y a quand même quelques match-ups qui sont intéressants. Maxime, tu faisais déjà un petit peu l'état de certains. Euh, on commencerait pas par euh, le, le match-up des meneurs entre Drew Holiday et Chris Paul. Pour vous, on va commencer par toi, Tom. Quel est celui qui a sans doute l'avantage? Bon, je pense que c'est Chris Paul quand même. Pour moi, il est au-dessus dans quasiment tous les secteurs, sauf défensivement, où Jrue Holiday, pour moi, c'est le meilleur meneur défensif de la ligue avec Ben Simmons. Mais bon, il défend surtout sur les extérieurs, si je ne me trompe pas. Mais ouais, pour moi, c'est Chris Paul parce que même on a vu son match à 41 points là. On voit clairement qu'il est en mission, qu'il veut faire gagner ses Suns et qu'il veut se faire gagner lui. Donc ouais, pour moi Chris Paul a l'avantage. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise avec Jrue Holiday. Et pour moi, ça va être vraiment une des match-ups les plus intéressants de cette rencontre, oui. Maxime, toi, plus Chris Paul ou plus Jrue Holiday? Pour moi, incontestablement, ce sera Chris Paul. Et en fait, tout va dépendre de sa santé. Hmm, Parce que je suis d'accord. clairement, voilà, il a les cartes en main, il a la science. Pour lui, c'est la chance de sa vie. C'est peut-être sa première et peut-être sa dernière chance, malheureusement. Faut pas espérer, mais vu son âge et son parcours, c'est envisageable. Et donc, clairement, pour moi, Chris Paul possède en lui toutes les armes pour faire tourner la série dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire, si Drew Holiday n'arrive pas à défendre sur lui, ça va vraiment être très compliqué pour les Bucks. Oui, on rappelle que c'est la première participation de Chris Paul au final NBA en 16 ans de carrière. Il avait déjà atteint plusieurs fois les finales de conférence, mais sans parvenir à franchir le cap. C'est désormais chose faite. Oui, pour moi, je pense que Chris Paul, effectivement, a l'avantage. Effectivement, sa santé sera primordiale parce qu'on l'a vu en son absence, ça avait été un peu plus délicat pour les Suns. Je pense il a l'expérience, il a l'expérience suffisante et et la motivation. Je pense. C'est peut-être celui qui est le plus motivé de tous à l'idée de gagner un titre. Il est capable il a réussi avec son arrivée à ralentir le jeu des Suns. Le jeu des Suns, c'était du run and gun. Il fallait shooter très rapidement parce qu'on savait qu'en défense, on allait prendre des points. Donc, il fallait absolument pouvoir en marquer aussi de l'autre côté. Lui, il a réussi à calmer, euh, à calmer le jeu des Suns, à leur permettre de trouver la bonne opportunité au bon moment. Et, et ça a complètement métamorphosé le jeu des Suns. Ça a métamorphosé aussi les joueurs autour de lui, et à commencer par Devin Booker, sur qui, du coup, le scoring repose quand même beaucoup moins que sur les saisons précédentes. Donc, toute cette combinaison font que déjà sur la partie euh, meneur de jeu, je pense que les Suns ont un avantage sur les Bucks. Et puis, Chris Paul est un véritable roublard. Enfin, pour le coup, il n'est pas le dernier pour faire sortir de son match l'adversaire. Donc, donc
on va dire Suns 1-0 la partie meneur. À l'intérieur aussi, il y a un match-up qui est intéressant entre Brook Lopez et DeAndre Ayton. Maxime, toi, comment tu vois ce duel de big man? Alors, pour moi, la clé, ça va être un peu paradoxalement pas ce qui va se passer à l'intérieur de la raquette, mais à l'extérieur. À savoir, Brook Lopez, on connaît sa capacité à tirer à 3 points. Et s'il arrive à faire sortir de la raquette DeAndre Ayton, ça peut vraiment changer beaucoup de choses parce que justement, un Middleton, un Bobby Portis peuvent venir prendre des rebonds à l'intérieur. Mm. Et justement, alors que du côté des Suns, on est comme plus limité. Jake Crowder est comme là, mais c'est au niveau, il y a moins cette alchimie de la prise de rebond autre que DeAndre Ayton. Donc, comment dirais-je, c'est vraiment, j'ai DeAndre Ayton, c'est 17 rebonds bon, sur le dernier match. Donc, c'est monstrueux. Donc, honnêtement, c'est là où je suis si Brook Lopez arrive à mettre ces 2-3 tirs à 3 points pour obliger DeAndre Ayton à sortir sur lui systématiquement, ça peut poser un souci et je pense que le match-up est assez équilibré. Est-ce que tu penses pas que dans le cas où Lopez se met à l'extérieur de la raquette et on va dire dans le corner, à mon avis, pour Mhm. les tirs à 3 points, tu penses pas plutôt que les Suns privilégieront justement la solution Jay Crowder pour on va dire le gêner un maximum et de garder justement Ayton dans la raquette pour le coup être dominant parce que Ayton face à un Middleton ou un Portis, Ah oui. il sera dominant. Alors, c'est sûr que là, s'ils sont, comment dire, sur les changements en défense, sur les de rotation entre Crowder qui serait sur Brook Lopez par rapport au tir à 3 points, c'est envisageable. Le problème, c'est que Jay Crowder, il a tendance à prendre beaucoup de fautes. Il ne faut pas oublier ça. C'est que c'est quand même un mec qui a quand même. Ouais, bon, c'est un peu compliqué. Et c'est vrai que là, sur le Switch, un Switch Crowder-Ayton sur Lopez pour les laisser, je ne sais pas. Il faudra voir ce que va faire Monty Williams. Effectivement, c'est une solution qui est envisageable, mais je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait convaincu. Tom, toi, qu'est-ce que tu en penses? Je suis assez d'accord sur le fait que si Brook Lopez arrive à écarter et commence à rentrer ses trois, ça va vraiment être très très compliqué pour les Suns. Après, dans ce rôle de big man qui va s'écarter pour mettre des trois, je vois vraiment plus Bobby Portis qui est cette année, il est assez impressionnant dans ce domaine. Donc, ouais, je pense qu'on va rester quand même sur le face-à-face Ayton, Brook Lopez dans la raquette, sachant que il a fait des dommages monstres contre les Hawks. Je pense pas qu'ils vont vouloir l'écarter du cercle s'il est capable de réitérer des performances comme ça plusieurs fois. Donc, ça va être intéressant parce que c'est deux joueurs qui sont assez dominants en général, c'est deux bons défenseurs. Ouais. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intrigue de savoir comment Brook Lopez peut s'adapter face à quelqu'un qui va lui rentrer dedans. Parce que quand on regarde les adversaires des Bucks, on a vu, euh, on a vu que les Nets, ils ont toujours eu un problème à l'intérieur. Et puis, il y avait Yanis qui faisait le travail. Bam Adebayo, c'est un pivot qui est quand même assez petit, il fait 2,06 m. Et Clint Capella, il a vraiment eu du mal toute la série. Il n'a jamais su s'imposer. Pareil, il est pas. C'est un aspirateur au rebond, mais il n'est pas super grand. Je crois qu'il fait 2,08 m. Donc, j'aimerais bien voir ce que peut faire Brook Lopez face à un adversaire qui est assez grand. Je crois qu'il fait 2,12 m, DeAndre Ayton. Donc, j'aimerais voir s'il peut dominer comme il l'a fait face à Miami, où ça a été un vrai rim protector et l'accès au cercle a été quasiment interdit pour le hit contre les Hawks où il a fait un chantier monstre quand Yanis n'est pas là. Donc, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Ouais, ça va être super intéressant et bravo parce que t'as toutes les tailles. C'est parfait. Euh, Capella fait bien 2,08 et, euh, et, euh, et Ayton, pardon, fait 2,11. Pas 2,12, mais Ah, juste 2,11. à 1 centimètre près.
Donc, effectivement, ça va être assez équilibré dans la raquette et ce sera une donnée importante parce que les deux équipes, ça fait la transition avec le troisième aspect que je voulais qu'on détaille, c'est l'adresse à 3 points. Les deux équipes, alors, sont quand même assez dépendantes de leur adresse longue distance. Donc, effectivement, si l'adresse est là, eh ben, au rebond, ils n'auront pas forcément beaucoup de travail pour récupérer les paniers ratés et offrir les deuxièmes chances. Par contre, c'est vrai qu'en cas de match où l'adresse est peut-être pas forcément là, c'est là où le match-up va être prépondérant pour savoir qui aura les deuxièmes chances en attaque. Alors, si on se base si on prend cet aspect du jeu sur les 3 points, pour vous, qui est le mieux armé pour remporter, on va dire, la bataille des 3 points? Tom. Euh, le problème des Bucks, c'est qu'ils peuvent être sensationnels et le match d'après passer complètement à travers. Donc, je dirais que les Suns sont plus réguliers, mais il y a des matchs où les Bucks prennent feu à 3 points et c'est quasiment. L'équipe d'en face peut rien faire, quoi, parce que tout rentre. Il suffit que Chris Middleton ou que Jrue Holiday se mettent à rentrer leur tir et c'est terminé. Donc, sur l'ensemble de la série, je dirais que les Suns vont être plus constants, plus réguliers, mais que il y a toujours, ça se passe toujours comme ça dans la série. Il y a un match où les Bucks ils vont complètement prendre feu à 3 points et ils vont prendre le match. Mais dans la longueur, sur le longueur de la série, je dirais quand même les Suns. Dans un match comme ça, un joueur comme Donte DiVincenzo, qui vraiment lui est là pour faire son travail, défendre, prendre les rebonds et mettre des trois, son impact, enfin son manque d'impact du coup vu qu'il est absent va peser. Ouais, si on regarde par exemple Milwaukee à 3 points, ils sont septième de la ligue avec quasiment 14 3 points rentrés par match. Et par contre, c'est mauvais pour défendre justement ces 3 points, ils sont 28e de la NBA avec 14,4 3 points concédés par match. Et si on prend pardon, les Suns, eh bien les Suns à 3 points, c'est pas forcément très bon. Ils sont 15e au nombre de 3 points rentrés par match. Par contre, ils défendent bien face aux 3 points et on l'a vu tout au long des différentes séries en playoff. Ils ne concèdent que 11 paniers longue distance par match. C'est la septième meilleure défense de la Ligue. Donc, on a une équipe qui tire pas forcément très bien, l'autre qui tire très bien, mais face à une défense. Donc, effectivement, ça risque d'être un petit peu compliqué. Max, toi, ton avis sur ces tirs longue distance? Pour moi, on va dire les tirs en longue distance, ça se focalise sur un homme, c'est Chris Middleton. Chris Middleton, comme disait Tom, ça passe vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment du tout ou rien. Donc voilà, donc clairement, ça va être vraiment compliqué et c'est vraiment lui qui va faire la différence. D'autant plus qu'en face, ils ont quand même Devin Booker qui est capable de prendre feu lui aussi à 3 points. Donc c'est vrai que ça va être une des clés parce que on l'a vu sur les autres séries et ces équipes et là je te cite Maxime, qui meurent avec leurs idées et notamment de se baser quasiment uniquement sur les paniers à 3 points. Là, ça va être une des clés pour les Suns, justement, de continuer à bien défendre sur les paniers longue distance, parce que les Bucks, s'ils n'ont plus cette arme-là, et notamment Middleton, après, ils n'ont pas de Connaughton aussi, qui est capable de prendre feu à 3 points. Brook Lopez, on l'a vu sur les derniers matchs face aux Hawks aussi. Donc, sans panier à 3 points, ça risque d'être un petit peu compliqué
pour les Bucks pour venir à bout des Suns. L'avantage du terrain est pour les Suns, du coup, puisqu'ils ont terminé deuxième de la NBA au global. Maxime, ça va être un avantage prépondérant pour eux? Pour moi, au vu de ces playoffs où on a vraiment des différences qui sont faites pas vraiment à l'extérieur, moi justement par les équipes qui sont à l'extérieur, c'est un peu difficile de se prononcer. Parce que l'avantage du terrain cette année, alors bon, je mets de côté le phénomène Clippers, ça a vraiment été pas forcément une grande réussite. Après, à voir, ça va être particulier. C'est deux ambiances très très fortes des deux côtés. C'est une nouvelle participation pour les Bucks et pour les Suns, mine de rien. Et ça faisait plus de 20 ans que beaucoup de supporters, on va dire, n'ont pas connu du côté des Suns et presque jamais du côté des Bucks. Donc, moi, je ne suis pas si sûr que ça que l'avantage du terrain soit vraiment si important que ça. Tom? Côté Suns, je pense pas que ce sera un si fort avantage parce que voilà, c'est pas cette saison, comme Maxime l'a dit, l'avantage du terrain, enfin, on ressent pas vraiment une différence quand une équipe joue à l'extérieur, joue à domicile. Mais je dirais que la chance qu'ont eu les Suns, c'est que ce soit pas à l'avantage de Milwaukee, parce que pour aller jouer à Milwaukee dans des matchs couperés, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a vraiment une vraie ambiance. Une vraie ambiance, c'est plutôt une certaine hostilité de la part des fans de Milwaukee. Donc je Mhm. pense que c'est assez compliqué d'aller jouer des matchs, des matchs compliqués, des Game 7. Ça va vraiment être quelque chose d'assez difficile d'aller jouer à Milwaukee. Donc les Suns ont cet avantage de ne pas devoir se déplacer à Milwaukee, mais je ne pense pas que Milwaukee, eux, justement, soient désavantagés d'aller jouer dans l'Arizona. Très bien. Tu as parlé de Game 7. Ouais. C'est l'heure de donner un petit peu votre avis et vos pronostics pour cette finale. Alors, Tom, qui succédera aux Lakers? Et en combien de matchs? C'est compliqué, hein? C'est compliqué. Ça va quand même dépendre de si déjà il revient, Yanis, à quel moment de la série, euh, quand, euh, comment est-ce qu'il revient. Mais je donnerai quand même l'avantage aux Suns parce que je veux voir Chris Paul prendre cette bague, en fait. Et même pour Devin Booker, pour Jay Crowder. Jay Crowder, on n'en parle pas assez, mais ça va vraiment être aussi l'un des facteurs X de cette série parce que Ouais. s'il se met à défendre, à défendre dur comme il sait faire, à rentrer ses paniers à 3 points, ça risque vraiment d'être un de ces facteurs X pour les Suns dans cette série. Donc, je dirais quand même les Suns et on va jusqu'à un Game 7 et Chris Paul est le héros de ce Game 7 à Phoenix. Pas mal, je valide le scénario. Maxime? J'acquiesce à pratiquement tout ce qu'a dit Tom, sauf que je vais être plus réaliste et puis par esprit de contradiction, je vais quand même dire les Bucks en 7. Les Bucks en 7. Ouais. Ok, ok. Bah, je vais me mouiller aussi, bien entendu, comme je l'ai fait à chaque fois, avec plus ou moins de réussite. Euh, j'ai aussi envie de voir Chris Paul gagner. Il le mérite amplement. Je dis pas que Giannis, Chris Middleton, etc. ne le méritent pas, mais les Suns, parce que depuis la bulle de l'an dernier, ils ont tellement progressé, ils ont fait tellement de belles choses. Et puis historiquement, généralement, quand LeBron perd en playoff, c'est souvent face aux futurs champions. Donc, j'aime bien ce genre de série, ce genre de stats. Donc, je vais dire les Suns. Et je vais dire les Suns en 6. Ils vont aller gagner à Milwaukee. Donc 4-2 pour les Suns. Messieurs, merci pour cette petite preview de la finale. Vous pourrez la retrouver, d'ailleurs,
c'est Tom qui va s'en charger. C'est lui qui sera chargé de faire une petite preview à l'écrit que vous pourrez trouver sur le site thefreeagent.fr. Merci Tom pour ta première. J'espère que ça s'est bien passé. Merci à toi pour l'invitation. Non, franchement, c'était super. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que ça plaira aux gens. Bah oui, il y a pas de raison. Merci Max, comme d'habitude. Maxime qui, on l'espère, normalement on attend, on croise les doigts, mais devrait pouvoir couvrir les finales NBA pour les conférences de presse. Donc il aura l'occasion de pouvoir, on l'espère, poser quelques petites questions aux Bucks, aux Suns. On verra en fonction des disponibilités. Donc merci Max encore. Eh ben, merci Charles, merci Tom, merci à vous de nous avoir écoutés. Tout à fait. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver bien entendu sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de The Free Agent. C'est gratuit pour recevoir dans votre boîte aux lettres mail tous les matins l'essentiel de l'actu de tous les sports US. Merci à vous à nouveau. Et puis on se retrouve très vite parce qu'on débriefera, je pense, assez rapidement à chaque fois de chacun des matchs de ces finales NBA qui promettent d'être absolument fantastiques. Profitons parce qu'il ne reste plus que 7 matchs. Après, il y aura le tournoi olympique, mais c'est pas tout à fait pareil. Merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode du podcast de The Free Agent.